Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire qui s'intitule «Se digitaliser en toute sécurité». Je vous propose d'attendre quelques instants que tout le monde se connecte. Alors pour ceux qui sont là, on va aborder un sujet qui est, un petit peu technique. Je vais essayer de le simplifier au maximum. Si, vous avez des questions sur des termes que je vais avancer ou des offres, qui ne vous paraissent pas clairs, gardez vos questions pour la fin, il y a pas de problème, j'y répondrai avec plaisir. Si à l'inverse, il y a des sujets que vous voulez approfondir un petit peu, j'y répondrai aussi, il y a aucun problème. Bon, je vais vous proposer de commencer. Alors du coup, je m'appelle Maxime Delgado. Alors je suis fondateur d'une startup qui s'appelle Digitizer. Je suis développeur web sur les technologies Symfony et Vue.js. J'ai un master de commerce international à l'ESCE Paris, spécialisé en entrepreneuriat, et aujourd'hui j'ai 5 ans d'expérience entrepreneuriale dans le numérique. À côté de ma startup, je suis aussi mentor et spécialiste tech pour l'école Sup de Pub. J'accompagne des étudiants en dernière année de master sur leurs problématiques tech et leurs projets. Et via Digitizer, depuis 2018, j'accompagne des startups et des indépendants dans la conception, l'intégration de solutions digitales. Donc ça va aller simplement de la conception d'un site web jusqu'à des solutions d'hébergement sur lesquelles on va rajouter des offres de sauvegarde, de sécurité. Alors du coup, dans ce webinaire sur la sécurité informatique, on va parler des points suivants. Donc on va voir de manière globale ce qu'est une infrastructure web. Ensuite, on va se questionner sur une relation hébergeur-client, qui s'occupe de la sauvegarde des données et qui assure la sécurité de mes données. On va aller discuter d'un incident assez récent chez OVH. On va aller voir pourquoi l'incendie a fait tant de bruit. Donc, je parle de l'incident OVH Strasbourg où un data center a été détruit. Et quand on aura tous ces points en tête, on va aller voir les différentes offres qui sont proposées, essayer un petit peu de voir lesquelles correspondent le mieux à vos besoins. Alors, je vais parler dans ce webinaire pas mal d'OVH. C'est un hébergeur avec lequel j'ai l'habitude de travailler. La plupart des points que je vais aborder sont aussi valables pour d'autres hébergeurs, mais il peut y avoir des différences. Donc, si vous êtes par exemple chez AWS ou chez Azure, n'hésitez pas à vous renseigner sur leurs spécificités qui peuvent être quand même différentes. Alors, on va commencer par qu'est-ce qu'une infrastructure web. Alors, je vous ai fait un schéma très classique d'une infrastructure simple. À gauche, vous allez avoir une requête qui va être exécutée par un terminal. Donc, typiquement, on parle d'un smartphone, d'une tablette, d'un ordinateur. La requête, donc, ça va être sur un nom de domaine. Là, dans l'exemple, on a monsite.com. La requête va être reçue par un serveur de nom, on appelle ça un serveur DNS, qui va traduire le nom de domaine en adresse IP. Cette adresse IP, elle va permettre de pointer vers un serveur. Donc là, dans l'exemple, on a un serveur web qui va héberger en fait les fichiers statiques de votre site. Donc là, on parle de vos images, de vos vidéos, du contenu de vos pages web, vos bases de données. Si vous avez un site e-commerce, ça peut être vos données clients, par exemple, ou vos fiches produits. Et derrière, on peut avoir des logiciels, des services qui ne sont pas forcément web. D'ailleurs, ça peut être, par exemple, des logiciels de comptabilité, etc. Alors, vous allez avoir deux grands types de serveurs. Sur ce webinaire, on va vraiment se concentrer sur la partie serveur. La première partie, ça va être les serveurs mutualisés que vous connaissez très bien sous le terme de cloud. Les serveurs cloud, ça vient packagé en nombreux services. Vous allez avoir d'un côté le SaaS, le PaaS, donc c'est Software as a Service ou Plateforme as a Service. Ça va être des offres qui vont être plus ou moins clés en main. Sur du SaaS, on va être par exemple sur des offres type Shopify où vous ne gérez rien. Vous avez un accès à un back-office qui va vous permettre d'aller éditer les informations de votre site web, vos fiches produits, etc. Mais vous n'avez pas d'accès serveur. Après, si vous avez les compétences en interne, vous allez pouvoir passer sur des offres plus avancées où vous allez avoir de plus en plus d'accès et vous allez prendre plus de responsabilités. Ce qu'il faut comprendre dans serveur mutualisé, c'est qu'on parle de serveurs qui sont dématérialisés. Vous êtes en fait sur un serveur physique qui a été divisé en plusieurs serveurs virtuels et du coup, vous allez partager la performance avec d'autres utilisateurs qui sont aussi sur ce même serveur. Du coup, vous n'avez pas de performance garantie, elles sont partagées. Par contre, dû à la nature des serveurs qui sont dématérialisés, vous allez avoir des sauvegardes et des PRA plus aisés. Alors, PRA, plan de reprise d'activité. En cas de défaillance, en fait, quelles sont les conditions et quelles sont les étapes qu'on a prévues pour remettre en place notre activité. Ça peut être avoir des sauvegardes sur un autre site et faire repartir sur un serveur de secours. Ça peut être des choses différentes. Alors, ce type d'offre sur serveur mutualisé, ça va être bien adapté à tout ce qui va être indépendant, TPE, parfait pour tout ce qui va être site vitrine, petit e-commerce. Globalement, on va être sur des sites web avec un faible ou moyen trafic.
Par contre, si votre besoin va nécessiter plus de performance par rapport à votre application, ou vous avez besoin de gérer plus de trafic, vous allez devoir vous diriger vers des serveurs qu'on appelle serveurs dédiés. Sur les serveurs dédiés, vous allez avoir un large choix de serveurs en fonction des ressources dont vous avez besoin pour votre application. Donc, je vous donne un exemple. Si vous avez un site avec un fort trafic et que vous hébergez de la vidéo, on va aller se diriger vers des serveurs de type stockage. Si votre application, elle concerne des besoins en ressources et en calcul, on va aller vers des serveurs qui ont beaucoup de puissance processeur ou mémoire. Mais quoi qu'il arrive, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que vous louez une machine physique. Vous avez véritablement un ordinateur. Du coup, vous avez des performances dédiées. Vous allez pouvoir mieux scaler votre activité aussi, dans le sens où si votre besoin vient évoluer, vous allez pouvoir passer sur des serveurs plus performants, voire même agréger différents serveurs ensemble. Vous allez pouvoir le faire aussi sur des offres mutualisées, mais vous allez arriver plus vite aux limites des offres. Sur ce type d'offres, vous avez beaucoup moins de services qui sont proposés. Forcément, vous avez une machine qui est vierge, c'est à vous d'installer votre environnement et c'est à vous de le gérer. Donc, pour ce type d'offre, il faut des compétences d'administrateur système, forcément. Derrière, vu qu'on est sur des machines qui sont physiques, tout ce qui va être sauvegarde et ce qui va être PRA va être aussi plus complexe. On parle de remettre debout toute une infrastructure complexe par rapport à une infrastructure qui va être juste virtuelle. Ce type d'offre, ça va être très bien adapté à tout ce qui va être PME, à tout ce qui va être startup tech qui a un besoin de ressources garanties. Alors, dans les deux cas qu'on a énoncés, au final, qui sauvegarde mes données? Donc, je le répète, on est dans une relation client-hébergeur. Alors, si vous êtes sur un serveur mutualisé, votre hébergeur, il peut intégrer une solution de sauvegarde, elle n'est pas obligatoire, il peut aussi la vendre séparément. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est quoi qu'il arrive, ces offres-là qui font partie du cloud, ça ne signifie pas qu'il y a un risque zéro. On va voir un exemple très concret après. Mais là, dans ce type d'offre, si vous avez par exemple une sauvegarde incluse par votre hébergeur, c'est-à-dire que vous avez votre production, une sauvegarde, vous n'avez aucune information si votre sauvegarde est sur le même site ou un site différent. Et nous, en informatique, on a une règle qu'on appelle le 3-2-1, qui dit que vous devez avoir 3 sauvegardes différentes sur 2 supports différents, dont au moins une hors site. Ça veut dire que si vous êtes sur l'offre de base avec la sauvegarde qui est inclue, de toute façon, on est sur 2 serveurs et on n'est pas sûr d'avoir une sauvegarde hors site. Donc, c'est insuffisant. Donc, ce sera à vous d'aller, même si c'est une offre clé en main, ce sera à vous d'aller vous faire des backups ou d'avoir une solution de backup sur un support différent. Sur du serveur dédié, c'est un petit peu plus spécifique. Votre hébergeur n'a simplement pas accès à vos données parce qu'il vous loue la machine, donc vous êtes le seul à avoir accès. Il pourra vous donner des espaces de stockage, mais ce sera à vous d'aller adapter votre environnement pour aller faire des sauvegardes de votre serveur dédié. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Donc là, c'est l'exemple de l'hébergement web chez OVH. C'est le low-cost d'OVH, c'est l'offre la moins chère et la plus packagée, en fait. Vous allez avoir des sauvegardes de bases de données qui vont être journalières. Tout ça, c'est inclus et c'est activé par défaut. Vous allez avoir des sauvegardes de votre espace FTP. Alors, l'espace FTP, ça va être vos fichiers statiques de votre site. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. On va avoir vos images, vos vidéos, etc. Et vous allez pouvoir revenir à J-1, J-2, J-3 sur vos espaces. Alors, je le répète, je l'ai dit au slide d'avant, c'est une sauvegarde. C'est à vous d'aller redonder cette sauvegarde sur d'autres supports. Après, en restant sur du serveur mutualisé, là, on est sur du VPS. Donc, c'est des serveurs privés virtuels. C'est exactement la même chose qu'un serveur dédié, sauf que c'est virtuel. Donc, on est sur des ressources qui sont partagées. Là, vous avez la possibilité de souscrire à une offre de sauvegarde qui n'est pas inclue par défaut, mais que vous pouvez souscrire. Et même principe qu'avant, vous allez pouvoir revenir à J-1, J-2, J-3. Par contre, ce qu'il faut comprendre sur ce type d'hébergement, c'est que vous gérez une infrastructure complète, un environnement complet. Du coup, vous restaurez l'ensemble de votre environnement. Si vous êtes vous-même hébergeur de données, que vous avez un VPS et que vous restaurez pour un client à J-2, en fait, vous restaurez l'ensemble de vos clients qui sont hébergés sur ce VPS. Et après, vous avez la possibilité, si vous recherchez une donnée en particulier, d'accéder uniquement au J-2 de la donnée, mais il faudra des compétences techniques nécessaires parce que vous allez devoir le faire via terminal. Ce sera moins accessible que sur l'offre précédente. Et finalement, sur du serveur dédié, la gestion des sauvegardes, elle est plus compliquée. Je vous l'ai dit, votre hébergeur n'a pas accès à vos données. Donc là, dans l'exemple que je vous ai donné, il y a un service qui s'appelle le backup storage. C'est simplement un espace disque qui vous est attribué pour ce serveur, sur lequel vous allez pouvoir mettre vos données, mais il n'y a aucun service qui est rattaché. C'est-à-dire que
il n'y aura pas de backup automatique. C'est à vous d'aller mettre les logiciels nécessaires côté serveur pour pouvoir les faire. Et quoi qu'il arrive, dans les 3 exemples que je vous ai donnés, il y a une solution de backup qui est préparée par votre hébergeur. Il faut aller en chercher au minima une deuxième pour avoir un niveau de backup satisfaisant. Alors, dans tout ça, du coup, qui assure la sécurité de mes données? Alors, il y a un point qui est super important, c'est qu'il faut comprendre que vos données, ce sont votre responsabilité. Votre hébergeur, il a avec vous une obligation de moyens. C'est-à-dire que si vous êtes client sur un hébergement web clé en main qui va être on va dire à 10 € par mois, vous avez la sauvegarde du coup qui est inclue, qui est gratuite. Si sur un incendie, le serveur qui héberge votre site est détruit et que la sauvegarde était dans la même salle et qu'il est détruit aussi, vous perdez l'ensemble de vos données et votre hébergeur ne vous doit rien. Vous êtes responsable. Après, au-delà de ça, selon votre environnement, donc que votre site héberge un WordPress, un PrestaShop, ou alors si vous avez un hébergement spécifique, un site web spécifique qui a été créé soit en interne, soit par un prestataire externe, c'est à vous de vous assurer de la sécurité de cet environnement. Donc, vous devez faire vos mesures de sécurité, vous devez vous assurer que le code que vous avez, il est sécurisé. Évidemment, vous devez protéger vos accès, vos mots de passe, etc. Vous devez vous assurer que vos données sont sauvegardées régulièrement et pas uniquement avec les sauvegardes incluses de base avec votre hébergement. Et après, vous devez avoir un PRA qui sera adapté à votre besoin. Si vous me dites que vous avez une entreprise qui a un site e-commerce qui fait 5% de son chiffre d'affaires dessus et que le reste de l'activité est hors du serveur, on va avoir un PRA qui sera pas spécialement cher, où on va accepter par exemple que la donnée elle soit sauvegardée sur un site différent et en cas de sinistre, on va repartir en quelques heures. En revanche, si votre activité dépend à 100% de votre site e-commerce, là on va plutôt partir sur un PCA par exemple, donc un plan de continuité d'activité, où on va répliquer votre donnée en temps réel sur un autre serveur qui sera hors site, pour essayer d'éviter en fait qu'il y ait une coupure de vos activités en ligne. Alors du coup, je vous propose de voir l'étude de cas de ce qui s'est passé chez OVH. Donc pour rappel, il y a eu un incendie récemment chez OVH dans leur data center de Strasbourg. Le data center SGB2 a été détruit dans l'incendie et des data centers mitoyens ont été touchés sur cette catastrophe. Il y a eu pas mal de clients qui ont subi des indisponibilités. Il y a eu certains clients qui ont perdu de la donnée, dont des clients qui avaient souscrit des offres payantes de sauvegarde. Donc globalement, c'est le cas d'OVH, c'est le cas aussi d'autres, je pense à Scaleway en France aussi. Il y a pas mal d'offres low cost et il y a beaucoup de petits clients. Ça fait plusieurs années que c'est comme ça, en fait, et ça a créé une image d'un monde qui est faussement accessible, un monde de l'hébergement qui est faussement accessible. Le fait d'avoir des clients qui vont aller contractualiser en direct avec des hébergeurs, forcément, si ces clients ont un manque de connaissances techniques, ils ne vont pas aller regarder les limites de leur contrat. Et au-delà de ça, on a un terme, le cloud, qui a été fortement marketé et qui a induit la sécurité de vos données. Sur un incident comme OVH, du coup, même certains clients qui ont pensé à souscrire à des offres de sauvegarde ont été impactés, simplement à cause des négligences, des manques de connaissances. Donc, du coup, pour ce type de clients qui pensaient que le cloud était vraiment une solution sécurisée, il y a une négligence sur la partie sauvegarde. Donc, comme je vous l'ai dit, où les meilleurs d'entre eux ont pris des sauvegardes finalement, mais qui étaient sur site. Mais pour certains d'entre eux, il n'y avait même pas de PRA en fait. Donc, pour eux, ce n'était pas imaginable que leur serveur soit hors ligne et on arrivait sur ces catastrophes. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, ce type d'incendie, ça a touché 120 000 services, ce qui correspond à 3,6 millions d'applications. Donc, on parle de sites web, on parle d'intranet. Il y a eu des gros qui ont été touchés. Je pense à Madines, à Cityscoot, à pas mal de sites institutionnels. Des serveurs de jeux aussi. Bon, il y a une grande liste. Et les chiffres qui parlent, c'est à peu près 2% des domaines en .fr qui ont été touchés. Donc, un site sur 50 qui a été touché par ce type de catastrophe, c'est assez énorme. Donc après, c'est un incident qui n'arrive jamais, il faut quand même l'avoir en tête. Mais c'est là justement qu'on va voir les limites du contrat. Il y a des entreprises qui ont fermé à cause de ça, et il faut absolument se prémunir de ce genre de problème. Alors du coup, je vous propose de faire un état des lieux des différentes offres qui sont proposées sur le marché, et d'essayer de comprendre un petit peu, au final, quels sont mes besoins et vers quelle offre me tourner. Alors, j'ai sélectionné quelques offres. Évidemment, il y en a énormément plus. À gauche, on va de l'offre la plus clé en main. À droite, à la plus sur mesure. Donc, tout à gauche, vous allez avoir les offres type SaaS.
Donc, type SaaS, ça va être, comme je vous l'ai dit, du Shopify. Ça peut être du WordPress. Si vous commandez votre site WordPress directement sur le site de WordPress, vous n'avez pas de serveur, et c'est un site qui vous est préinstallé et que vous gérez. Sur ce type d'offre, vous n'allez en gros rien gérer. Ça va être très bien pour un site vitrine ou un petit e-commerce, et votre prestataire, qui va être entre vous et votre hébergeur, va gérer à sa charge toute la partie sauvegarde et toute la partie sécurité. Donc, pas de compétences IT requises. D'un point de vue performance, ce type de site web va être optimisé par rapport à l'activité de votre hébergeur, de votre prestataire, excusez-moi. Par contre, niveau liberté, vous n'avez pas d'accès serveur. Vous avez un accès sur un back-office pour modifier votre site internet, mais vous êtes cantonné à ce pourquoi le produit a été fait. Après, vous pouvez être sur une offre aussi d'hébergement web mutualisé. Donc, c'est celle qu'on a vue précédemment côté OVH, l'offre la plus low cost. Vous allez avoir un peu moins de performance parce que forcément, les clients qui sont hébergés sur ce type d'offre ne sont pas standardisés. Il y a de tout. Niveau sauvegarde, vous allez avoir une sauvegarde qui est incluse, mais ce sera à vous d'aller penser à la dupliquer. Et côté sécurité, sur ce type d'offre, vous allez installer vous-même votre site web. Donc, si vous ne faites pas vos maintenances, si vous ne faites pas vos mises à jour de sécurité régulièrement, votre site forcément va contenir des failles de sécurité et ce sera votre responsabilité. Donc, ça va être très bien pour tout ce qui est site vitrine ou petit e-commerce, de la même façon que sur les offres type SaaS. Par contre, gardez à l'esprit qu'il faut des compétences IT pour ce type d'offre. Après, si votre besoin évolue, vous allez pouvoir passer sur des hébergements web managés. Donc, un hébergement web managé, ça va être une évolution logique, par exemple, d'un site web managé en SaaS. Typiquement, ça va être si vous avez un site e-commerce qui a grossi, que vous avez plus de besoins en termes de trafic, ou simplement que vous avez besoin d'avoir un site qui va être plus personnalisé avec du développement qui est fait sur mesure. On va pouvoir être sur ce type d'offre. Ça peut être à la fois un hébergement qui va être mutualisé ou alors un hébergement qui va être dédié. Ça va vraiment être en fonction de votre besoin. Votre prestataire s'occupera de toute la partie sauvegarde, donc ça, aucun problème là-dessus. Par contre, sur la partie sécurité, ce sera à vous de la gérer parce qu'une nouvelle fois que le site web était développé en interne ou en externe ou alors qu'il vient de vous, c'est votre code et c'est à vous de prévoir les compétences pour pouvoir le mettre à jour. Après, vous allez avoir des offres type VPS, donc je l'ai présenté plus tôt, des serveurs privés virtuels. Ce type d'offre, ça va présenter simplement plus de liberté par rapport aux hébergements web. C'est-à-dire que là, on ne va pas se cantonner à du web, vous pouvez installer ce que vous voulez, c'est littéralement un ordinateur virtuel. Au niveau performance, vous allez quand même arriver plus vite à des limites par rapport à un hébergement web managé sur lequel votre prestataire va pouvoir bouger les curseurs plus facilement. Sur la partie sauvegarde, vous allez sans doute avoir des options incluses de base, mais ce sera à vous d'aller vous assurer que la sauvegarde est redondée. Et par contre, sur la partie sécurité, vous allez devoir gérer à la fois la partie environnement web, si vous utilisez pour du web, donc mise à jour de votre WordPress, etc. Mais là, vous allez aussi avoir la dimension côté serveur. C'est-à-dire que ce sera à vous d'installer un système d'exploitation et différents services pour faire fonctionner votre application. Ce sera à vous aussi d'aller mettre à jour et de maintenir cette partie-là du serveur. Donc, pour un besoin applicatif spécifique, c'est parfait. C'est bien aussi pour un serveur de développement, par exemple, avec une production sur un serveur dédié. Par contre, là, il va falloir des compétences d'admin système qui sont plus importantes que sur les offres précédentes. Et après, si vous passez sur une offre serveur dédiée, typiquement, si vous avez un besoin en performance qui a grossi ou que vous avez besoin de plus de liberté, là, on va arriver sur des offres qui peuvent coûter très cher mensuellement. Vous allez devoir gérer toute la sauvegarde, vous n'avez rien inclus avec ce type d'offre. Et la sécurité, très similaire à un serveur privé virtuel, sauf qu'il est physique. Donc, vous aurez peut-être à gérer quelques problématiques hardware, mais grosso modo, on va être sur quelque chose de similaire. Donc, ça va être très bien pour, de la même façon, des besoins applicatifs spécifiques. Là, on va se concentrer vraiment sur de la performance. Sur du serveur dédié, on va pouvoir agréger des serveurs. Typiquement, pour un gros besoin, on va avoir un serveur spécialisé en stockage qui va travailler de pair avec un serveur qui sera spécialisé sur du processeur. Donc voilà, et du coup, vous pouvez avoir votre production dessus, mais pour autant avoir votre serveur de développement sur un VPS si votre besoin concernait principalement, par exemple, du trafic. Alors, on va passer à la partie questions-réponses. Je vous l'ai dit au début de ce webinaire, du coup, moi, j'ai une startup qui s'appelle Digitizer, via laquelle je propose des services web. Alors là, par rapport à ce tableau, moi, je propose des services de type site web managé et hébergement web managé. Alors moi, sur la partie site web managé, j'inclus la conception de site. Et après, on va retrouver tout ce que je viens de vous présenter avant. Donc, je vais m'occuper de la partie sauvegarde,
je vais m'occuper de la partie mise à jour de sécurité. Et derrière, ce que je cherche à apporter via cette offre, surtout, c'est de l'accompagnement client. C'est-à-dire que sur le site web qu'on va concevoir pour vous, on va essayer d'aller intégrer les modules qui vous sont nécessaires. On ira faire du sur-mesure si besoin, dans la limite du raisonnable. Et derrière, si votre besoin vient à évoluer, si vous me dites qu'au bout d'1 an ou 2 ans, votre identité a changé, il faut faire une refonte de votre site web, c'est parfaitement adapté. On n'aura pas besoin de faire une migration importante. On pourra simplement rester sur la même offre et faire une migration en douceur. Et à l'inverse, par contre, si vous avez un petit e-commerce sur cette offre et que votre besoin a évolué, que votre trafic a augmenté, là, vous allez basculer vers ma deuxième offre qui va être de l'hébergement web managé. Sur ce type d'offre, on va être sur devis parce qu'en fait, on va faire une infrastructure qui sera sur mesure, qui va correspondre à vos besoins. Typiquement, si votre besoin il nécessite d'avoir une infrastructure dédiée, on sera sur du dédié. Donc, c'est pas forcément mutualisé. On peut, c'est en fonction de ce que vous avez besoin. Sur ce type d'offre, vous allez avoir des accès directs sur le serveur, donc des accès FTP SQL qui vous permettront directement d'aller toucher à vos fichiers, vos bases de données, etc. Et après, de la même façon que sur le site web manager, vous aurez des sauvegardes journalières de vos données. Ça sera pas à vous de les gérer. Et si vous avez des questions sur mes offres, n'hésitez pas. Vous avez mes coordonnées à droite de ce slide. Et je vous propose de passer à la partie questions-réponses. Alors, complètement le principe. Oui. Alors, le principe du 3-2-1, ça dit que vous devez avoir 3 copies de vos données. Alors, en sachant que votre production compte comme une copie. Donc, typiquement, vous devez avoir une copie, donc ce sera votre production, une deuxième copie qui sera quelque part. Donc, ça peut être celle qui est incluse de base avec votre offre sur serveur mutualisé. Et la troisième copie, par contre, devrait être hors site. Ça, c'est le petit 1 du 3-2-1. Le 2 vous dit que ça doit être sur 2 supports différents. Vous pouvez avoir, par exemple, si vous avez un serveur dédié, vous pouvez avoir votre environnement de production sur votre serveur dédié et une deuxième copie qui est également sur ce même serveur dédié. Donc, si c'est le serveur qui fait défaillance, vous perdez 2 copies sur 3, d'où la nécessité d'une troisième copie. C'est clair pour vous, Pierre, hein? Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est quoi ça? Alors, est-ce que ces offres serveurs mutualisés dédiés ne citent pas un minimum de débit Internet? Ok, alors quand vous avez que vous ayez un serveur mutualisé ou un serveur dédié chez un hébergeur, vous allez avoir packagé dans cette offre-là une bande passante. Donc cette bande passante, elle sera quantifiée en mégabits par seconde. Ça va être votre débit Internet, comme vous le dites. Quoi qu'il arrive, vous l'aurez, ça sera inclus. Après, suivant l'offre que vous avez, suivant si c'est pour de la sauvegarde ou pour de la production, vous pouvez avoir des limites de débit. Et après, il faudra passer sur des paliers supérieurs. Mais oui, en fonction de votre application, c'est important d'avoir le débit qui va être adapté. Par exemple, vous pouvez avoir un serveur dédié qui va être complètement dédié de votre côté à la partie sauvegarde. Si votre débit entre votre serveur de production et votre serveur de sauvegarde est trop faible et que votre sauvegarde doit être journalière, il est possible qu'une journée ne soit pas suffisante pour backuper l'ensemble de votre production. Donc, c'est important de s'assurer que le débit que vous avez sur vos serveurs va correspondre à votre besoin. Mais en général, si vous êtes sur de l'hébergement de sites web, sur du petit ou moyen trafic, il n'y aura pas de problème sur ce genre de problématique. Je vais attendre quelques instants, voir si vous avez d'autres questions. Sinon, on va clôturer ce webinaire. Surtout, l'accent que je souhaitais mettre sur cette présentation, c'est l'importance de sécuriser vos données et d'avoir les compétences nécessaires. En fait, même si votre budget est assez faible, que vous voulez juste héberger un site vitrine, si ce site est important pour votre entreprise, c'est important de faire ce qui va être nécessaire. Là, sur l'incident d'OVH, on a eu des clients qui étaient hébergés sur l'espace qui a été détruit.
avec leur copie qui est également cet espace-là, tout a été détruit, ils ont tout perdu, et finalement, ils découvrent l'envers du décor. Ça peut arriver sur un data center complet, ça peut aussi arriver sur une baie, par exemple, de stockage. Rien ne vous dit qu'une baie entière ne peut pas brûler, et sur cette baie, il y avait à la fois votre serveur de production et votre backup. Donc, quoi qu'il arrive, la règle du 3-2-1 que j'ai énoncée est très importante, et vous devez vous en assurer. Où se trouve le côté cryptage de données dans les sauvegardes? Manda. La partie cryptage des données sera à vous de la gérer. Alors, si vous me parlez de base de données clients, ce qui va être très sensible et c'est à vous de le gérer, vos données doivent être cryptées en amont. C'est-à-dire que même vous, par exemple, qui avez un site e-commerce, si votre base de données va contenir des informations clients, que ce soit du nom, prénom, email, carte de crédit, etc., vous-même, vous ne devez pas pouvoir accéder aux données sensibles. Elles doivent être cryptées. Et après, pareil, niveau sauvegarde, ce sera à vous d'aller mettre en place des solutions pour crypter les données de vos sauvegardes. Ça dépend de la sensibilité de vos données aussi. Et il faut savoir que quoi qu'il arrive, si vous avez une perte de données ou alors une faille de sécurité qui va compromettre des données clients, il faudra aller faire une déclaration à la CNIL et vous en êtes responsable. Et derrière, il faudra prouver que vous avez tout mis en œuvre pour ne pas perdre ces données. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va clôturer ce webinaire. Merci à tous du coup de m'avoir écouté. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail maxime@digitalizer.com et je reviendrai à vous avec plaisir.